Naya, Naya, Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Lorsque l'on est une femme, que l'on aime une autre femme et que l'on veut fonder une famille, différentes alternatives peuvent être envisagées. L'adoption, la coparentalité, la gestation pour autrui ou l'aide médicale à la procréation avec don de sperme. Aujourd'hui, dans les Coquelicots, nous ne parlerons que de PMA, puisque c'est le chemin qu'a emprunté Aline, mon invitée, pour avoir un enfant avec son épouse. En France, au jour où je diffuse cet épisode, la PMA n'est légalement ouverte qu'aux couples hétérosexuels infertiles. Les couples de femmes vont donc à l'étranger pour avoir recours à la PMA, principalement en Espagne et en Belgique. Ces procédures à l'étranger ont bien sûr un coût financier qui génère des inégalités, puisque tous les couples n'ont pas les moyens de le faire. Par exemple, une PMA en Belgique peut coûter jusqu'à 10 000 €. Ces procédures à l'étranger ont aussi un coût sanitaire. Les femmes qui y ont recours sont suivies dans 2 pays différents par 2 corps médicaux qui ne peuvent légalement pas communiquer entre eux. Sans oublier que les médecins qui décident en France contre la loi d'aider ces femmes dans leurs projets se retrouvent dans l'illégalité. Ces procédures à l'étranger ont enfin un coût humain, car l'absence de législation crée un sentiment de rejet de son propre pays. Toute cette situation crée donc des inégalités criantes et absurdes, puisque des milliers de femmes homosexuelles en désir de maternité contournent la législation française chaque année. Mais la loi française est enfin sur le point d'évoluer sur ce sujet. En effet, le projet de loi de bioéthique, qui doit permettre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, est actuellement à la fin de son parcours parlementaire et devrait être adopté à l'été 2021. C'est donc tout proche. Mon invitée d'aujourd'hui, Aline, m'a livré son histoire qui l'a menée à la naissance de son fils Axel, à travers un parcours de PMA suivi au Luxembourg, main dans la main avec sa femme Emmeline. J'espère qu'Axel sera l'un des derniers enfants à devoir être conçu à l'étranger alors que ses mamans sont françaises. Toute petite précision, j'ai terminé l'enregistrement de cet épisode avec mon bébé dans les bras. Vous l'entendrez donc participer un petit peu à notre discussion avec Aline en toute fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour Aline! Bonjour! Aline, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, me dire qui tu es? Oui, je m'appelle Aline, j'ai 36 ans. Je suis mariée depuis 4 ans avec ma femme. Et on a un petit bébé de 11 mois. D'accord. Et tu veux bien me donner son prénom? Le petit il s'appelle Axel. Axel. Et tu habites, c'est important de le dire, près du Luxembourg, mais en France. Oui, je suis à la frontière du Luxembourg, à 40 minutes à peu près, en voiture. Ok, ouais, c'est important parce que du coup, tout ton processus de PMA, parce qu'aujourd'hui, on va parler de procréation médicalement assistée, tout ton processus de PMA, tu l'as fait directement au Luxembourg. Et en fait, ça s'est rendu possible parce que tu habites à la frontière et parce que tu as des droits au Luxembourg, mais tu me l'expliqueras plus en détail tout à l'heure. Alors, ma première question, c'est celle de savoir, quand toi, tu as pris conscience de ton homosexualité, quels ont été tes questionnements par rapport au fait de devenir maman? En fait, j'ai toujours su que je voulais devenir maman. Et forcément, avec l'homosexualité, le problème se posait pour la procréation. Du coup, quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, j'avais acheté beaucoup de livres sur ça. Et ils parlaient bien sûr de la Belgique, etc. Mais pour moi, j'allais en Belgique. J'ai pas pensé au Luxembourg du tout. Et après, il fallait trouver la partenaire qui... D'accord, donc... Ouais, dès le début, tu t'es dit, j'aurai un enfant, j'irai en Belgique, ce sera pas, en fait, ce sera pas un frein à... Pour moi, l'homosexualité, c'est pas synonyme de stérilité. D'accord, ok, je vois. Et ensuite, du coup, est-ce que la question s'est posée avec des partenaires que tu as pu avoir, et est-ce que elles étaient les partenaires que tu as pu avoir des relations sérieuses dans le même état d'esprit que toi?
Oui, après j'étais beaucoup plus jeune, mais elle me disait oui, oui, c'est bon, mais c'était pas les bonnes personnes, on va dire. Enfin, parce que je savais que le parcours là, il était déjà très long et très compliqué. Et il faut vraiment se mettre avec une personne qui est capable de pouvoir soutenir déjà et de pouvoir le supporter. Ouais, c'est pas léger, quoi. C'est ça. Donc c'est pas forcément évident. Oui, voilà, c'est pas évident de trouver après une personne. Il y a pas tout le monde qui est d'accord. Hein. Il y a des femmes qui n'en veulent pas du tout à cause de ça. Hein. Ouais, à cause de la lourdeur, en fait, du protocole de PMA. Ouais, du protocole, du temps que ça met, de l'énergie, tout ça. Mais moi, j'ai toujours su que je le voulais le faire. Hein. Je connaissais le principe depuis le départ déjà. Ouais, donc tu t'es en fait hyper informée et comme ça, tu savais où tu mettais les pieds et Oui, t'étais prête à te lancer avec mais c'est la ça. bonne personne, quoi. Oui, voilà, c'est qui était d'accord aussi pour faire ça. Et donc, Oui. elle est arrivée quand, cette bonne personne dans ta vie? Émile, je l'ai rencontrée en 2012. Moi, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et est-ce que vous avez tout de suite parlé enfant? Oui, quasiment 2 semaines après. En fait, je voulais vraiment savoir comment elle était positionnée par rapport à ça, parce que j'allais pas encore m'engager. C'était ma 3e relation, entre guillemets, pas pour rien à ce niveau-là. Hein. Ouais, d'accord. Tu voulais être sûre dès le Mm. début avant de te lancer Oui, à cœur perdu dans cette aventure. Ouais. oui, et pas faire espérer non plus la personne pour rien si c'était déjà non d'avance, quoi. Donc toi, cette envie de maternité, elle était tellement forte que c'était une condition sine qua non pour démarrer une relation. Oui, après les 2 premières déceptions, oui. Parce que quand j'ai rencontré Mine, on avait 27 ans, on a le même âge, hein, on avait 27 ans toutes les deux, mais on approchait déjà de la trentaine. Hein. Et à la base, c'était un enfant avant 30 ans, mais ça ne marche pas forcément comme ça. Donc. Toi, c'était ton objectif, un enfant avant 30 ans? Avant 30 ans, oui, je pensais que ça serait plus rapide, mais ça s'est pas fait comme ça au niveau professionnel. Je me voyais pas faire une procréation, enfin, faire un enfant, sans forcément de CDI enfin, ou pas en ayant terminé mes études non plus, parce que j'avais pas terminé, du coup j'ai repris mon BTS à 29 ans. D'accord, donc en fait, tu as rencontré Emeline quand tu avais 27 ans. Vous êtes mis d'accord sur le fait que vous alliez avoir un enfant rapidement dans la relation, mais Oui, pas tout de suite, tout de suite. Et en fait, toi, tu as repris des études à ce moment-là, donc ça a mis sur pause votre projet. voilà, je les ai repris peut-être quasiment une année après la rencontre. D'accord. Et ça t'a pas fait hésiter au moment de reprendre tes études, le projet de famille? Non, non, au contraire, en fait, je me suis dit justement que comme ça tout est bouclé et un enfant avec des études, c'est pas forcément facile non plus. Donc je voulais vraiment me mettre à fond, tout terminer et trouver un CDI dans la branche dans laquelle j'étais. Ah, tu voulais tout faire dans l'ordre comme il faut, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est assez chronologique et chronoforme. C'est drôle. Et après ça continue. Après on s'est paxé. Attends, on s'est paxé en 2015. D'accord. Et là, on a fait entre guillemets une fausse route parce que je ne savais pas que le Pacs n'autorisait pas l'adoption de l'enfant du conjoint. Ok. Parce que je voulais absolument qu'Emeline puisse adopter l'enfant et qu'elle soit la mère à 50% comme moi à 50%. Ouais, tu voulais que vous ayez exactement le même rôle auprès de l'enfant qui allait arriver, quoi. Voilà. Et en fait, nous, on s'est paxé en 2015 et j'ai peut-être su cette information dans l'année qui a suivi. Je dis, écoute, en fait, le Pacs, sur ce niveau-là, il ne sert à rien. Et c'est vrai. Du coup, on s'est mariés en 2017 à 6 personnes en petit comité. Donc vous êtes mariés quand même pour pouvoir adopter ensuite, enfin pour qu'Emeline puisse adopter ensuite l'enfant que tu porterais. Tout D'accord. à fait. Oui, parce que si le Pacs suffisait, on ne se serait même pas mariés. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu avais vraiment tout planifié. Oui, c'est un défaut. D'accord, d'accord. Et du coup, on s'est mariés en mars 2017, ça fait 4 ans. Ouais. Ouais, d'accord. Donc en mars 2017, vous étiez mariés Mm. et à quel moment vous vous êtes lancé dans l'aventure du coup de la PMA? On a lancé le projet en janvier 2018, donc quelques mois après le mariage. D'accord. Et est-ce que vous étiez renseigné pour savoir, en fait, par où commencer quand on veut avoir un enfant et qu'on est 2 femmes? Comment on fait? Oui. Vers qui on va voir? Enfin, est-ce que tu peux me raconter? Et ben en fait, moi je fais de la thérapie Reiki en Alsace. Je suis une thérapeute que je connais bien maintenant, ça fait 10 ans que j'y vais. Et j'en ai parlé justement de ce projet-là. Elle me dit, j'ai une copine, un couple d'amis qui sont passés par le Luxembourg. Je savais, pareil, je savais pas tout ça. Et du coup, elle m'a donné les contacts. J'ai téléphoné donc au secrétariat du centre de fertilité du Luxembourg et j'ai demandé un devis. J'avais demandé un devis pour les soins, etc. Et je ne travaillais pas encore au Luxembourg à ce moment-là. Et elle me dit, cette secrétaire, si vous travaillez au Luxembourg, tous les soins seront pris en charge par la CNS, c'est la Caisse nationale du Luxembourg. D'accord. Et ben j'ai tout fait pour aller travailler au Luxembourg. On continue dans le contrôle du projet. Oui. Mais là, je me suis dit, c'est bénéfique dans le sens où le salaire déjà, il est plus élevé qu'en France. Et dans le sens où,
Il y a tout qui est sur place. Alors que je suis à 40 minutes du Luxembourg. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire, est-ce que vous avez envisagé d'autres pays que le Luxembourg, par exemple la Belgique ou l'Espagne? Bah, la Belgique, c'était la base, parce que je suis aussi à 40 minutes. Ok. On est les 3 frontières, en fait. Allemagne, Belgique, Luxembourg, ici. D'accord. Et en fait, pourquoi t'as écarté la Belgique? Parce que t'avais cette possibilité avec le Luxembourg, c'est ça? Oui, et en effet, ça a été remboursé à 100%. J'ai rien. En fait, j'ai tout avancé. En Luxembourg, ça n'existe pas, la carte vitale. Il faut chaque fois avancer les frais. Ok. Et on est remboursé dans le mois qui suit. D'accord. Et bien évidemment, t'as pas fait ce traitement en France, parce qu'en France, c'est pas autorisé quand on est un couple C'est de femmes. interdit. Ouais, ok. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, parce qu'il y a des centres de fertilité qui existent en France. Hein. C'est pas la question, c'est juste que je n'y ai pas accès. Ouais. Faut être un couple. Déjà, une maman solo peut pas non plus y avoir accès. Faut être Non un plus, couple et un pas du couple tout. hétérosexuel. Hétéro, oui. Et Ok. j'ai eu une discrimination à ce niveau-là. Enfin, je sais pas si je peux en parler là. Bah oui. J'étais dans un forum, parce que tout au début, je me suis aussi renseignée sur les forums de Facebook. Il y a beaucoup de groupes. Et j'étais dans un groupe de FIV lambda. On parlait bien avec certaines dames. J'avais pas précisé que j'étais homo parce que je voyais pas l'intérêt. Moi, je voulais vraiment parler de la procréation. Et à un moment donné dans la conversation, je l'avais dit. Puis on m'a agressée et on m'a même éjectée du groupe. Oui. On me disait qu'en fait, je volais des rendez-vous d'autres personnes qui sont malades et que je volais le sperme des personnes qui sont stériles. Ah, mais ouais, bon. Ah oui, oui, c'est allé très loin. Ouais. Ouais, ça a dû être difficile à encaisser ça. Bah, j'étais choquée. Encore maintenant, quand j'en parle, et je sais que j'ai été bloquée et j'ai pu aller dans ce groupe-là. Parce que c'était des femmes stériles avec qui je parlais, évidemment. Ouais, elles devaient être du coup dans la souffrance et elles reportent leur souffrance Oui, pour n'importe qui. T'as été leur bouc émissaire en je fait. l'avais bien Ouais. compris, mais c'était un peu extrême parce qu'on parlait bien. En plus, et d'un seul coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Bon, ça, c'était une parenthèse, mais c'est parce que ça me revient. Là. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez choisi entre Émeline et toi qui porterait l'enfant? Ah oui. Bah, pareil, c'était tout au début aussi dans la conversation. Elle m'a toujours dit, ah, moi, tu sais, j'ai pas le besoin. Enfin, elle pense que c'est un besoin de porter un enfant. Après, je sais pas si c'est réellement un besoin finalement ou un désir. C'est pas la même chose. La limite est mince. Elle est fragile, oui, voilà. Mais Ouais. moi, je l'ai pas pris en besoin, je l'ai pris en désir. Et je voulais voir la sensation d'avoir un enfant en soi. Qu'est-ce que ça fait? Parce que cette question-là, je me la pose depuis que je suis toute petite. Et ma mère encore, elle me disait pendant la grossesse, elle me dit, tu te souviens quand tu demandais qu'est-ce que ça fait? Je dis oui, c'est vrai, je demandais tout le temps ça à tout le monde, à toutes les femmes enceintes. Et ça, c'était un truc qui me fascinait. Ah oui, non, mais c'était vraiment pour une propre expérience. C'était super. Moi, ma grossesse, ça s'est bien passé, donc ça va. Donc c'était déjà pour ça. Et puis après, pour avoir un enfant, évidemment, c'est le but. Mais avant ça, il y a toutes les étapes. Ouais. Et moi, je voulais les vivre en pleine conscience. Tu vois ce que je veux dire? Et si Emeline, elle t'avait dit, moi j'ai trop envie de porter l'enfant aussi, toi tu aurais été prête à renoncer? J'ai eu le problème avec une ex avant elle. Ouais, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été. Et d'ailleurs, elle m'a quittée avec un homme. Et ça s'était posé le problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais d'accord, mais j'avais toujours ce désir. Et je lui avais dit à cette fille, mais et si moi, je voulais aussi. Et c'est là ça a commencé à plus aller. Je comprends. Et si Emine, elle m'avait dit, moi aussi, je voudrais, ben, j'aurais eu très peur. Je me serais dit, ça va se poser le même problème qu'avec mon passé. Ou il y aurait l'autre solution, c'est d'avoir 2 enfants. Ou alors, ouais, voilà, d'avoir 2 enfants. Mais là, il se trouve qu'avec Emeline, en tout cas, la question se posait pas puisque elle, c'était pas une envie pour elle, quoi. C'est ça. Non, et encore pas maintenant. Hein. Et est-ce que le fait que tu portes l'enfant, ça voulait aussi dire que l'ovule viendrait de toi? Oui, bah la ponction, elle est forcément de moi. Et ce qui se passe, en fait, c'est elle me disait, la secrétaire, et ça c'est la loi de Luxembourg, s'il y a un divorce, ils détruisent automatiquement les ovules. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas les récupérer et elle peut pas les récupérer pour faire un enfant dans le dos de l'autre, en gros. D'accord, ok. Et il aurait pas été possible que ça soit par exemple ces ovules que toi tu portes? Enfin, tu vois, Non, des embryons fécondés avec ces ovules que toi tu portes. Ouais, j'ai bien compris, c'est comme si j'avais été mère porteuse, mais non, ils le font pas au Luxembourg, j'avais posé la question. Et en Belgique, ils le font dans certains hôpitaux, c'est même pas partout non plus. D'accord, c'est pas le plus commun, quoi. Non, c'est pas le plus commun. Mais je m'étais renseignée aussi tout au début. Mais après réflexion, on a trouvé ça assez quand même bizarre. Et ça lui posait pas de problème non plus à Emeline que votre enfant n'ait pas de son patrimoine génétique? Non, mais c'est à la famille que c'est un peu bizarre du coup. Un peu. Sa famille à elle?
Oui, bah pas tous, hein, pas tous les membres. Hein. Une personne en particulier que j'ai en tête, mais après tant pis, je me suis dit c'est ce qui est arrivé, elle fait pas partie de la vie du petit, la personne. Cette personne-là a du mal à sentir qu'elle fait partie de la même famille en fait qu'Axel, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai accouché le jour même, la personne-là, elle est arrivée à la maternité alors que c'était interdit avec le Covid, déjà, première chose. La deuxième chose, la personne-là, elle a dit à Emeline, et toi, c'est quand que tu en fais un? Ah oui, d'accord. Ouais, donc on est sur un gros malentendu. C'était le jour où j'ai accouché. J'ai accouché le matin, c'était l'après-midi. Donc voilà, cette personne ne l'a jamais vu, en fait, le petit. C'est quelqu'un qui comprend pas que le lien maternel ou paternel hein, d'ailleurs ne passe pas nécessairement par le sang, quoi. Bah non, parce que le petit, il est très épanoui avec Emeline. C'est même impressionnant parce que ma mère, elle me dit, c'est bizarre, des fois, il lui ressemble. Je dis, mais ça, c'est parce qu'il fait des photographies. Enfin, il mime, il Ouais. fait c'est normal. Enfin, moi, j'ai toujours eu confiance en ça, en fait. Je me suis jamais posé la question. Ouais, t'as toujours eu confiance dans le fait que vous allez être toutes les deux aussi maman, quoi. Ah oui, oui. Bah, même, elle a d'autres rôles envers lui et moi, j'ai un rôle plus proximal parce que je l'allaite encore. Là, je suis plus dans la proximité maternage, en fait. Et Emeline, elle est plus dans le jeu et bah non, c'est beaucoup ça. Enfin, c'est équilibré, je pense. Ouais. Et du coup, vu qu'on en parle, comment ils vous appellent toutes les deux? Oh, pour l'instant, il essaye. C'est encore en esquisse. Ah mais oui, il a que 11 mois, pardon. Il a que 11 mois. Je suis complètement... Bah, en fait, alors comment vous vous appelez devant lui? Emeline, elle lui apprend envers moi maman, et moi envers Emeline, je lui apprends Mamoun. Parce que Mamoun, ça fait un peu la lune. Enfin, ça fait, voilà, ça fait cocon. D'accord. Voilà. Et en fait, il l'appelle. Vous avez décidé maman et Mamoun. Et Mamoun. Et il l'appelle Mam. Voilà. C'est plus simple comme ça, les deux, on part sur la même base. C'est pour ça, c'est rigolo. Okay. Mais il a que 11 mois, il commence seulement. Okay, oui. D'accord. Oui, bah oui. Non, mais j'étais décalée dans le temps, là. Je me projetais déjà, tu vois. Non. Ok. Donc, on revient en arrière. Donc, vous décidez de faire votre protocole, du coup, au Luxembourg, parce que c'est bon, t'as tes droits à la sécu au Luxembourg, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, par quoi vous commencez? On a un premier rendez-vous avec la gynécologue responsable de la fertilité du service. Et elle nous a posé plein de questions sur le projet, la motivation, etc. Et on a une liste d'examens, enfin pour moi, hein, à faire. Et ensuite, quand on a les résultats des 3 examens-là, on a un deuxième rendez-vous avec la même personne, avec le docteur là, et elle évalue le projet en fait. Et comme moi personnellement j'avais une trompe bouchée, elle m'a dit, soit on fait une insémination, mais à 50% de chance, forcément, il y aurait qu'une trompe, soit on fait une opération. Donc j'ai quand même fait l'opération, ça c'était en août 2018. D'accord, donc ça a un petit peu retardé votre projet, quoi. Oui. Ouais. Oui, forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu la déception. C'était pas une opération grave, hein. C'était stressant. Je savais pas de quoi il s'agissait. Enfin, wow. Ouais. Du coup, c'était bon. Donc je suis rentrée. Ça, c'était au mois d'août. Et en août, on a commandé sur Cryos les paillettes de sperme parce que comme elle m'a fait le feu vert, on a pu commander. Alors oui, donc ça, en fait, on en a un petit peu discuté avant hors antenne, oui, comme on dit. Oui. Ouais. Donc en fait, le Luxembourg donc prend en charge toute la partie procréation médicalement assistée, mais il faut que tu arrives toi avec ton sperme, enfin pas le tien, bien évidemment, mais avec avec tes paillettes de sperme. Ça, c'est à toi de gérer le fait de trouver le sperme. Et du coup, tu m'as parlé d'un site internet danois qui est, je te cite, l'Amazon des bébés. Mais oui, c'est l'Amazon des bébés, vraiment. Tu choisis, en fait, tu achètes des paillettes de sperme. Alors, tu m'as dit que paillettes, c'était pour petite paille, en fait, une petite paille avec du sperme congelé. Et tu choisis, en fait, du coup, je suis allée voir sur le site internet que tu m'as envoyé. Je le mettrai en lien du podcast. Et en fait, c'est vraiment, t'as des profils et tu les fais défiler. Tu choisis ton profil, quoi. Tu choisis tu choisis le géniteur, ton donneur pour ton bébé, vraiment sur catalogue, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Et en fait, tu peux partir on va dire du moins détaillé, parce que tu as des profils détaillés semi-anonymes, détaillés anonymes, ou non détaillés anonymes. Nous avons pris un semi-anonyme, c'est-à-dire qu'on a toutes les informations jusqu'à l'arbre généalogique, jusqu'aux grands-parents du donneur. Mais oui, j'ai vu ça, et tu peux voir si les grands-parents sont encore en vie, s'ils ont eu des maladies. Oui, c'est ça.
Oui. Et Impressionnant. nous, on a vraiment voulu avoir entre guillemets, un semi-anonyme pour qu'à l'âge de 18 ans, il ait une dernière adresse postale communiquée par le Danemark, s'il en a le besoin ou le désir. D'accord, donc tu as une adresse postale. Oui, ça, c'est à ses 18 ans. C'est lui qui fera la demande s'il en a besoin. Et ça peut pas être fait avant ses 18 ans, du coup. Non, parce qu'il faut qu'il soit majeur. C'était les D'accord. conditions. Et on voulait pas lui mettre des barrières en lui disant, nous savons pas, parce qu'on peut, juste prendre un chiffre. C'est des donneurs avec 2 chiffres. Et nous, on avait un pseudo, franchement, on avait un détail. J'ai 4 pages sur lui. Je sais ce qu'il fait comme études. Mais et t'as aussi une photo Oui. de quand il était enfant, Oui, c'est j'ai ça? 2 photos. J'ai une photo à peu près, il doit avoir 4 ans, et une à peu près à 6 ans. Et il ressemble à ton fils? Ouais, la première photo, il a les mêmes dents, le même nez et les mêmes formes de yeux. D'accord. C'est D'accord. impressionnant. Ouais. Ah ouais, ça doit vous faire tout bizarre, ouais. Oui. Et est-ce que vous avez choisi en fonction de caractéristiques physiques qui ressemblent à Emeline? Oui, tout à fait. Les caractéristiques physiques et les caractères moraux, je sais pas si ça se dit. Parce qu'en fait, ce monsieur-là, en fait, c'était encore noté qu'il aimait bien jouer aux jeux vidéo à un bon niveau. Il fait des études dans la finance, je me rappelle bien. Il aimait les voyages, il parle 4 langues et tout ça, ça ressemblait à peu près à elle. D'accord, d'accord. Donc vous avez essayé de choisir un profil qui ressemble à Emeline, quoi, pour rapprocher au maximum de sa maman, quoi, sa deuxième maman. Voilà, c'était le but. Ouais. D'accord. Et vous avez mis longtemps à trouver parce qu'il y en a des milliers de profils. En fait, c'est comme Amazon, tu as des filtres. Tu peux mettre la couleur de tes yeux, la couleur des cheveux, etc. Et ça va t'afficher les profils que tu désires. Par exemple, nous, je crois qu'on en avait une dizaine avec les correspondances qu'on voulait. Et vous étiez vite d'accord toutes les deux? Oui, parce qu'en fait, au CHL, ils demandent 3 donneurs au cas où qu'il y en a un qui a plus de paillettes disponibles ou un problème autre. Donc, on a fait 3 vœux dans l'ordre de désir. Et c'est ce qui s'est passé. Notre premier donneur qu'on avait voulu, il n'avait plus de paillettes disponibles. Ça, c'est le biologiste du CHL qui nous l'a dit. On était déçus un petit peu. Puis, du coup, c'est le deuxième donneur qui était disponible pour nous. D'accord, parce qu'en fait, vous commandez sur le site Cryos, mais c'est eux qui se mettent directement en contact avec le Luxembourg pour envoyer les paillettes. Oui, c'est eux qui réceptionnent. Nous, on a juste à payer les frais de port qui sont de 200 €. D'accord. Et en tout, les paillettes, elles vous coûtent 2000 €, c'est ce que tu m'avais dit? Oui, parce qu'en fait, plus tu veux de détails, plus ça coûte cher, évidemment. Si vous aviez pris un anonyme pas détaillé, ça aurait été moins cher, c'est ça? Oui, parce qu'on a fait la simulation. On gagnait quasiment 1000 €. D'accord, ok. Ah oui, donc faut réfléchir à ce qu'on veut, quoi. Ok. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et donc une fois que vous avez choisi vos 3 donneurs, le CHL vous dit, le premier il est pas disponible, le deuxième est disponible. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, le biologiste, il nous dit le premier n'est pas dispo. Ok, c'est au téléphone. On passe au deuxième et c'était bon. Ce qui se passe, c'est on passe la commande dans ce cas. Je passe 4 paillettes, machin, ça va dans le panier, mais c'est vraiment Amazon. Et on règle. Et je règle le panier, quoi. Les frais de port et l'adresse, on doit mettre l'adresse du CHL. Une fois que les paillettes sont arrivées, on peut commencer les stimulations ou pas. En tout cas, il faut déjà attendre le cycle, il faut attendre les premières règles dans tous les cas. Donc. D'accord, donc là, t'attends tes premières règles et une fois que t'as eu tes premières règles, tu vas passer des échographies pour voir quand est-ce que t'ovules, c'est ça? Voilà. En fait, le premier jour des règles, je dois appeler la secrétaire pour avoir un rendez-vous 15 jours après. Il faut que le rendez-vous colle à peu près à l'ovulation pour qu'il puisse voir déjà s'il y en a un. Donc là, je vais au rendez-vous et elle me fait une échographie endovaginale et une prise de sang pour mesurer les 3 hormones. Et c'est comme ça qu'ils voient aussi, et l'endomètre, pardon, il y avait 4 paramètres. Il y a aussi la taille de l'endomètre qui est très importante pour la fixation de l'embryon. Et donc à ce moment-là, ils déterminent à quel moment exactement ils vont inséminer la quantité de sperme qu'il y a dans une paillette. Une paillette, c'est une incime. Ce qui s'est passé, c'est que le premier rendez-vous, donc du contrôle, n'était pas assez bon. Du coup, je dois revenir 2 jours après, parce que pendant les jours qui suivent, l'ovule grossit, l'endomètre s'épaissit également. Du coup, je dois retourner pour voir si c'est bon. Et je crois que je suis allée 3 fois parce que je n'étais pas encore stimulée à ce moment-là, donc c'est plus long. Forcément, c'est naturel, donc c'est plus long. Je suis allée 3 fois et au 3e, ils m'ont dit c'est bon, vous avez tous les paramètres qui sont ok, vous revenez le lendemain pour faire l'insémination. D'accord. Donc là, pour l'instant, il y avait tout qui était très naturel chez toi. Tu n'avais eu aucune injection, rien du tout. C'était juste des contrôles de ton cycle. Rien. Tout était bon. L'endomètre, il était bon. Oui, c'était un contrôle du cycle. C'est exactement ça. Et donc là, tu prends rendez-vous pour aller te faire inséminer. Inséminer. Oui. Et on y va. Donc moi, j'y suis toujours allée avec Emeline pour faire les inséminations. C'est normal, on est ensemble. Et c'est assez impressionnant au départ parce que on voit
En fait, l'insémination se passe par échographie. Il y a une sage-femme qui me fait l'échographie abdominale et la gynécologue qui met le sperme avec un cathéter, en fait, souple. Et dans le petit écran, on voit une mini tache blanche à l'intérieur de mon vagin. C'est-à-dire qu'en fait, on voit tout depuis vraiment le début, ce qui n'est pas le cas chez un couple hétéro. Bah oui, bien sûr. Et elle te laisse le sperme du coup dans le vagin ou elle le met dans l'utérus directement? Elle le met dans le vagin. Ça, c'était vraiment toutes les inséminations dites classiques. C'est-à-dire que ça va remonter, les spermatozoïdes vont remonter le long des trompes, etc. et rencontrer normalement l'ovule qui est bon, qui est feu vert. D'accord, donc c'est vraiment, ça se rapproche le plus possible d'une fécondation traditionnelle, quoi. Traditionnelle, exactement. C'est juste que là, je suis dans un cabinet, les fers en l'air, avec les cathéters au bout qui pendouillent. Et donc toi, tu restes combien de temps là cette insémination, elle dure combien de temps? Franchement, ça dure 10 minutes. Parce qu'elle va attendre, elle va regarder qu'elle le place bien. Et puis voilà, puis elle dit c'est bon. Et puis elle nous dit après, elle nous dit bonne chance. À chaque fois que je devais aller aux toilettes, j'avais toujours peur que ça tombe dans les toilettes. C'est une impression, parce que ça n'existe pas, c'est dedans. Après, je repars, je suis allée au travail. D'accord. Et oui, donc c'est là où toi, tu t'imaginais à chaque fois que t'allais faire pipi, tu t'imaginais que le sperme allait retomber, quoi. Mais oui, mais c'est vraiment une impression. Ça me l'a fait à chaque fois. Ouais. Et puis là, tu devais te dire dans ta tête, ça se trouve, je suis en train de tomber enceinte là, maintenant, tout de suite, quoi. Oui, et ça, je le faisais toujours en pleine conscience. Et en fait, en pleine conscience, j'imaginais réellement les petites bébêtes remonter le long du petit chemin. Mais je faisais plein d'images comme ça. Ça marche beaucoup parce que c'est des méditations que je fais. Et ton corps, en fait, si tu veux, c'est toi qui le guide. C'est pas l'inverse. C'est pas les médecins qui vont guider ton corps. C'est ton corps. C'est toi. Ouais, donc ça devait être des moments de forte connexion avec ton utérus, tes trompes. Oui, parce que c'est ton corps, c'est toi qui le guide. C'était bizarre dans ma tête, en fait. J'étais pas très concentrée. Ah, tu m'étonnes. Et ce qui se passe, c'est que, 15 jours, les plus longs 15 jours de notre vie, c'est vraiment entre l'insémination et la prise de sang pour voir si t'es enceinte. Oui, parce que là, on te demande d'attendre 15 jours pour faire une prise de sang et il te précise bien de pas faire de test de grossesse entre-temps parce que tu pourrais avoir des fausses joies. J'en ai jamais fait. D'accord. J'en ai jamais fait parce que c'est hyper anxiogène et j'ai tenu bon, parce que j'en avais envie, faut pas croire. J'avais un test de grossesse que ça faisait plus d'un mois qu'il était au cas où dans ma tête de nuit. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'ai tenu. Il faut pas, je dis faut pas, parce que ça peut faire des faux négatifs comme des faux positifs. Il suffit que c'est trop tôt, que c'est même pas arrivé encore jusqu'à bon port, donc non. Ouais. Et c'est 15 jours parce qu'ils estiment que l'anidation, tout ça, ça prend déjà une dizaine de jours et c'est à peine détectable. L'hormone, il est même pas encore formé. C'est trop tôt. Donc c'est prise de sang et là c'est au labo. Et puis c'est juste qu'ils vont mesurer l'hormone tout simplement, le bêta HCG. Comment ça s'appelle? Oui, merci. Ce que tu me disais, c'est que tous les examens, toutes les prises de sang, toutes les échos, tout ça, c'est au CHL. C'est concentré au même endroit. C'est au CHL. Oui. Il y a juste le test de grossesse sanguin. Je le fais pas au CHL parce que ça me fait toujours un aller-retour de fou. D'accord. Je le fais quand même chez moi. Et donc là, on est 15 jours après cette première insémination. Donc on est en septembre 2018? Ouais, septembre 2018. Je fais la prise de sang, j'obtiens un résultat, donc c'est par papier, et donc je suis avec Emeline, avec les mains qui tremblent, l'enveloppe qui moite, tu vois le truc. Et là, c'est marqué, il y a un taux, si tu veux, pour que tu sois enceinte. Et mon taux, il était vraiment trop bas à ce moment-là. Ouais. J'étais en dessous de 0,5, et c'était vraiment pas du tout significatif. Et du coup, c'est résultat négatif. Bon, là, je me dis, c'est pas grave, c'est la première, c'est normal, le temps de tout mettre en place, machin. Bon, j'essaie de me rassurer comme on peut. D'accord, donc t'as réussi à vraiment prendre les choses du bon côté, là, cette fois-ci. Mais pareil, c'est toujours du travail mental. Malgré que ce soit dur, je dis pas que c'est facile. C'est juste une façon de faire les choses différemment. Et Emeline aussi, elle l'a pris comme toi? Sur le moment, elle a pris comme moi. On a dit c'est pas grave, c'est la mise en route. On connaît maintenant les gynécologues, donc on connaît le milieu. Parce que quand on connaît pas, on se trompe des tâches, hyper stressant. C'est ce qui m'est arrivé avec elle d'ailleurs. On se trompe. Ok, là on se dit, on connaît les lieux, c'est déjà moins stressant, un stress en moins. Du coup, on est reparti. J'appelle le CHL, je dis écoutez, j'ai vu mon résultat il est négatif. Ils ont les mêmes résultats, en effet, c'est négatif. Je dis qu'est-ce que je fais? Pareil. Ils me demandent si je veux faire dans la foulée ou si je veux attendre. Ils demandent toujours pour là qu'ils se reposent entre. Je dis moi j'aimerais bien le faire dans la foulée. J'étais bien motivée, pas déçue. Bon. Et donc faut réattendre les règles qui suivent pour rappeler de nouveau le premier jour des règles pour avoir 15 jours après le premier contrôle. C'est exactement la même chose. D'accord. Et je demande à la gynécologue quand même. Je dis est-ce que c'est quand même pas possible d'avoir peut-être une stimulation
pour avoir plus rapidement l'œuf. Et en effet, j'ai fait une petite stimulation. Donc la stimulation, elle a quel but? Est-ce qu'elle a le but de te faire ovuler plusieurs fois ou c'est juste pour te faire ovuler plus rapidement? Plus rapidement. En fait, c'est des hormones. J'ai pris des œstrogènes et de la progestérone, si je me trompe pas, par intramusculaire dans le ventre. À petite dose, hein. J'ai vraiment l'unité la plus petite, parce que ça nécessitait pas une grande unité. Et ça stimule beaucoup plus rapidement. Et j'avais que 2 contrôles au lieu de 3 voire 4, je me rappelle plus la toute première. Donc j'avais que 2. Et entre les 2, ça a grossi, ça s'est mis tout de suite, en fait, quasiment en taille qu'il fallait. D'accord, donc ça te permet d'alléger un peu tout ce protocole pour savoir quand faire l'insémination, Ouais. c'est ça? C'est plus rapide, c'est ça. Et les injections, c'est que une fois? Non, en fait, c'était pendant 14 jours, tous les soirs. Ah, et tu le faisais toi-même? Oui, dans le ventre. Ouais, en fait, c'est une technique aussi de respiration. Super. En fait, faut prendre le speck, mais j'en ai pas, alors du coup, j'ai dû bien tirer dessus. Qu'est-ce que c'est le speck? C'est le bourrelet. C'est du patois, hein, c'est du patois allemand, je parle en allemand en même temps. Hein. C'est le bourrelet du ventre, voilà, en français. D'accord, ok. Et en fait, tu tires la peau, il faut bien serrer, en fait, et bien serré. Bon, moi, je respirais bien. Tu fais rentrer c'est une seringue stylo, un peu comme l'insuline, si tu veux. Et tu appuies dessus. D'accord. Et ça allait, ça, émotionnellement, le fait de te piquer comme ça? Oui, parce que, encore une fois, travail mental, je disais, c'est pour donner à manger aux ovules. Enfin, c'est bête, hein. C'est très bête, mais ça m'aidait énormément. Et je me disais, oui, c'est bien. Et est-ce que tu avais des effets secondaires à ces hormones-là? Non, pas du tout. D'accord, ok. J'ai pas ovulé naturellement. C'était aussi par piqûre. Ça s'appelle les ovulations artificielles. C'est pareil, c'est une piqûre dans le ventre qui va faire 48 heures avant l'insémination. Donc, tu as les 14 jours avant d'hormones dans le ventre et 48 heures avant, une autre piqûre. Oui, et 48 heures avant, une autre piqûre, exactement. Et donc, 48 heures avant, j'en ai 2 à faire. Ok, d'accord. Et donc là, tu retournes à l'hôpital, à nouveau insémination avec l'échographie et le cathéter. Une nouvelle insémination. Voilà, et voilà, c'est exactement la même chose. Attends 15 jours. Et là, je me dis, ah, ça doit être bon maintenant, vu qu'il y a eu les hormones, tout ça. 15 jours. Et là, j'ai pas fait pareil. Je me suis dit, je vais pas aller au travail. Je me suis dit, je vais me reposer une semaine. Tu vois, j'ai changé le truc. D'accord. On sait jamais. Je me dis, je vais me prendre du repos et pas te stresser devant les écrans, tout ça. Je me suis optimisée. Ouais, t'es passé au cran au-dessus de préparation, en fait. Bah oui, je me suis dit, on sait jamais. Je me suis dit, s'il faut vraiment se reposer, je vais me reposer. Ça n'a pas fonctionné. Et là, comment tu l'as pris quand t'as vu le résultat négatif à nouveau? Là, c'était un peu moins facile parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne dans ce cas? Si déjà ça n'a pas fonctionné. Le repos, les hormones, ma façon de penser, je dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. T'as demandé du coup au médecin pourquoi ça avait pas fonctionné cette deuxième fois? Il n'y avait pas de réponse. Ils savent pas, comme moi, c'était peut-être juste une malchance, comme dans les couples hétéros qui essayent pendant quelques mois. Ouais. Tout simplement. D'accord. Alors du coup, je me suis reposée, je crois, un cycle. J'ai fait sauter un cycle ou 2, je sais plus exactement. Donc je me suis reposée, et on a réfléchi. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il y a du stress qui se met. Le stress, c'est très négatif pour concevoir. Et en même temps, te dire je vais pas stresser, ça fonctionne pas. Exactement, parce que du moment que tu mets le mot stress dans la phrase, franchement, ça rend dingue. Et du coup, je crois qu'on était partis en week-end avec Emeline justement pour se vider la tête et plus penser à ce mot. On a refait une 3e insémination. Et avec à nouveau les hormones et tout ça? Oui, mais avec une unité supplémentaire. Oui, j'avais plus d'injections j'avais plus de concentration par injection. Alors là, j'ai fait encore autrement. Non mais tu vas rigoler, mais ce qu'on peut faire. J'ai imprimé la 3e, c'est la bonne, et je l'ai placardée dans toutes les pièces de la maison. Parce que du coup, je le lisais tous les matins, toute la journée. Je dis, la 3e, c'est la bonne. Je me disais rien de négatif. Je dis, la 3e, c'est la bonne. Je le lisais tout le temps. Et encore pendant les 15 jours d'attente, les fameux 15 jours. Ouais, il devait être hyper long, encore une fois, ces 15 jours, ça devait être interminable. C'était encore pire que les autres. Et je crois que plus tu avances dans le truc, pire c'est, en fait. Ouais. Parce que là, tu te poses encore plus de questions. Et là, du coup, je me suis placardé ça partout, donc je vais toujours au travail. Même dans mon travail, j'ai mis dans mon tiroir cette phrase. Ton mantra. Mais oui, mais vraiment, franchement, j'y crois à fond de ce truc. Et du coup, pareil, prise de sang. Et là, cette fois-ci, j'ai fait la prise de sang dans un laboratoire au Luxembourg qui est juste à côté du travail. Et j'ai eu les résultats au travail. Et là, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Ouf. Ah, donc t'étais pas avec Emeline? Non, on s'est dit, justement, on va faire séparément pour gérer encore différemment, parce que les émotions, forcément, s'absorbent. Et là, négatif.
Et là, j'ai pleuré au boulot. Pourquoi j'ai fait ça au boulot aussi? Bref. Et là, j'avais ma collègue qui était au courant. Ils étaient sympas avec moi, machin. Mais c'était terrible, hein. Bah ouais, elle devait être hyper empathique, ouais. Bah oui, en plus, elles étaient avec moi. En plus, la troisième, c'est la bonne. Elles ont pas arrêté pendant un mois, les pom-pom girls, quoi, tu vois. Bah oui, vraiment. C'était le bébé de tout le monde, quoi, tu sais. Et comment tu t'es sentie là à ce moment-là? Qu'est-ce que t'as pensé? Complètement vidée, vraiment, d'énergie, de tout. Dégoûtée, en fait, tu vois, vraiment, vraiment écœurée. Et là, je dis à Emeline, écoute, il nous reste une paillette, c'était la 4e. Qu'est-ce qu'on fait? Et la docteure, elle nous avait proposé soit on continue insémination traditionnelle, comme on a fait jusqu'à là, soit on fait la FIV. Et là, j'ai tout de suite dit, non, mais la FIV, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd comme traitement, les unités, elles explosent là, parce qu'il faut beaucoup d'ovules. Et je dis, non, c'est pas possible. Je lui ai dit non. Et du coup, j'ai repris le bus, ça c'était un rendez-vous physique, hein. J'ai repris le bus, on est redescendu à la gare au Luxembourg. Après, je dis à Émilie, je vais revenir sur ma décision, pourquoi pas la FIV finalement? Parce que je me dis, si ça fonctionne avec une paillette, je peux avoir plusieurs chances, en ayant plusieurs embryons. Alors que les inséminations, c'est une paillette par insémination. Ben, c'était voilà. Après, il m'en restait plus, il fallait recommander et refaire tout le pataquès. Et t'aurais pu comme ça continuer avec un nombre illimité d'inséminations? Oui, bah, à condition de payer les paillettes, évidemment. Mais il n'y a pas de limite, je veux dire, au niveau du protocole, au bout d'un moment, ils te disent pas stop, quoi. Non. D'accord, ok. Non, pas du tout. C'est à toi de décider de passer à la FIV. Voilà. Oui. Okay. Bah, moi, à partir de 3 fois, on peut. Au Luxembourg, en tout cas. Ah, avant, tu peux pas, par contre. Si tu peux pas directement commencer par la FIV. C'est ce que je voulais faire tout au début, puis elle m'a dit, mais vous êtes pas malade? Je dis oui, c'est vrai. Du coup, bah, j'ai laissé mes chances, quoi. Et est-ce que dans cette période, après les 3 inséminations et avant la FIV, est-ce que tu as ressenti un sentiment de culpabilité, notamment vis-à-vis d'Emeline? Non, pas de culpabilité, mais envers moi. Je me dis, je suis même pas capable. Oui, c'était plus, pas de la culpabilité, c'était pour moi une incapacité à faire un bébé, alors que j'ai jamais pris de contraceptif. Ce que moi, j'ai toujours pensé que ça retardait quelque chose. Je mange bien, je suis végétarienne. Enfin, il y avait rien pour moi qui était, oui, les produits endocriniens, pardon. Genre, je limite, enfin, je fais vraiment attention. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Bref. Parce que Émile, elle me dit toujours, tu veux toujours faire au mieux, mais ton mieux ne va pas forcément dans ton sens. Ouais, tu devais être en colère, en fait, de dire je fais tout pour que ça se passe bien, alors qu'il y en a plein qui font rien pour que ça se passe bien, et moi ça marche pas, alors que sur d'autres ça marche. Oui. Tu dois avoir un sentiment d'injustice, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais après, attends, j'ai vite rectifié le tir. Je dis c'est pas bien, c'est négatif de penser ça. Parce que la personne qui est enceinte, eh ben, elle a le droit d'être enceinte. Et je me dis que si je l'envie, c'est un sentiment négatif. Donc, en fait, je vais être contente pour la personne. Ouais, d'accord. Oui, parce que du coup, à ce moment-là, tu devais croiser des femmes enceintes dans la rue, etc. Et... Bien sûr, évidemment, oui. Et puis, au contraire, je disais, ouais, il est beau son ventre, ouais. J'étais vraiment contente pour la personne. T'as réussi à ne pas être en colère contre toutes les femmes enceintes de la Terre, quoi. Non. Je l'ai dit au début. Franchement, ça a duré 2 semaines. Et j'ai lu un livre et j'ai dit, ouais, non, je vais changer ma façon de penser. C'est pas bon. Okay. Parce que du coup, mon univers ou je ne sais quoi, il va me dire, non. Ouais, non, alors non, je voulais pas. Et j'ai, entre parenthèses, entre-temps, ma meilleure amie qui travaille avec moi, qui est tombée enceinte. Et là, je dis à Emeline, comment je fais? Qu'est-ce que je vais gérer? Qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'elle savait, hein, elle savait pour moi. Et elle osait pas me le dire. Imagine le malaise des 2 personnes. Ah, bah ouais. Et j'étais contente pour elle. Et elle était contente que j'étais contente. Et du coup, c'était hyper positif. Et c'était tellement positif que je suis tombée enceinte le jour où le petit est né. Ah. Tu vois? Ouais, t'as transformé cette colère que t'avais en toi en force pour continuer et t'as laissé de côté l'amertume, quoi. Oui, qu'est-ce que je perds quoi en étant contente? Bah rien. Ouais, mais parfois c'est plus fort que nous, on ressent ces émotions désagréables et faut les vivre aussi, tu vois. Je l'ai vécu, j'ai vécu ma déception, j'ai vécu mes pleurs et puis j'ai vécu le bien. Ok. Et donc du coup, raconte-moi comment s'est passé ce protocole pour la première FIV. Enfin, pour la FIV, la seule FIV du coup. Pour la FIV, alors c'était en mai 2019. J'ai fait ma stimulation, la vraie stimulation. C'est-à-dire que je sais plus exactement les unités, mais elles étaient en puissance maximale. Et c'est la même chose, c'est dans le ventre pendant 14 jours. C'est exactement le même médicament, hein. C'est juste que l'unité en fait est au-dessus. Et pareil, c'est aussi des contrôles pour voir l'ovule. Mais par contre, j'avais pas un ovule là, ils en avaient compté 24, je crois, à l'échographie, avant la ponction. Et en fait, tu sens comme pas une douleur, mais tu sens comme une pesanteur dans le ventre. Tu le sens à un moment donné.
Et là aussi, quand j'ai fait ma ponction, donc après c'est une hospitalisation d'une demi-journée en ambulatoire, on passe au bloc. Et alors moi je me demande comment ça se passe la ponction et par où il passe. Par le vagin. En fait, je te fais vraiment un grosso modo. Moi, j'avais des schémas, je comprenais même pas tout. C'est un petit aspirateur. Non, mais vraiment, hein, c'est un embout qui aspire les œufs et ça va dans un réceptacle. Et avant ça, on avait un rendez-vous avec le biologiste qui nous ont expliqué dans le détail cette ponction. Donc anesthésie générale. D'accord. Et donc ils passent par le vagin, ils vont dans l'utérus, ils vont dans la trompe et ils aspirent là tous les ovules qui sont sortis. C'est une aspiration, ouais. Et ça s'est bien passé ça? Oui, après j'étais en salle de réveil, toujours pareil, là tu sais pas combien ils ont pris, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. Après ils te remontent en chambre, sauf que moi je ne supporte pas les anesthésies générales, je fais des nausées horribles. Du coup j'ai dû rester toute la journée, tu voyais tous mes partenaires on était 3 dans la chambre, elles se sont parties, moi j'étais encore dans la chambre, en train d'attendre que mes nausées s'en aillent. Ils m'ont fait une perfusion de je sais plus quel médicament c'est, un anti-nauséeux. Et après, la gynéco, elle passe dans les chambres, elle te dit combien d'œufs elle a ponctionné. Donc moi, j'en avais 39. Donc ils avaient estimé 24, mais j'en avais encore derrière, apparemment. Donc là, c'est la grande victoire, en fait, quand on t'annonce qu'il y en a 39. Moi, j'étais content, j'ai failli prendre la gynécologue dans les bras, moi. Et c'est toujours la même gynécologue qui m'a suivie depuis tout le début. Hein. Et elle était contente pour nous, parce qu'elle nous a tellement suivis qu'on était presque familières. Et du coup, 39, elle me dit, vous avez 39 œufs, vous rentrez donc le soir, je rentrais à la maison, le biologiste vous appelle demain. Donc là, ça va partir en culture. La culture, c'est la fécondation in vitro, dite simple. Les 39 œufs ne vivent pas tous, donc entre la ponction et l'arrivée au labo, ça meurt, c'est comme ça. Et elle me l'avait dit, de toute façon, le nombre, il était énorme. Ma partenaire de chambre à côté, elle en avait que 3. Ouais, d'accord. Ah, c'était énorme, elle m'a dit, c'était un record. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et donc le biologiste m'appelle le lendemain, il me dit écoutez, on a fécondé 18 ovules. Donc j'avais 18 embryons à 3 jours. Non, à 2 jours, pardon. Alors donc à 2 jours, c'est-à-dire qu'ils les fécondent et ils survivent après 2 jours en étant fécondés. C'est ça. Donc je crois que si tu me trompes pas, t'as 1 ou 2 cellules à 2 jours. T'as vraiment pas beaucoup. Donc ils se développent en fait in vitro, quoi. Oui. D'accord. C'est ça, ils se développent in vitro dans une petite coupelle. Voilà. Et en fait, moi j'avais une autre process, parce que t'as 2 process. T'as soit ils te mettent le spermatozoïde dans la coupelle et les ovules, et ça se fait tout seul. D'accord. Soit ils prennent vraiment directement le spermatozoïde et ils l'injectent eux-mêmes dans l'ovule. Et moi j'avais la deuxième possibilité. D'accord, comme ça c'est encore plus sûr, quoi. Il y a un nom médical là. C'est encore plus sûr, c'est déjà fait, c'est fait. D'accord. Donc il me dit écoutez, on peut aller jusqu'à 5 jours, sachant qu'il y aura forcément des embryons qui vont mourir. C'est normal. Le maximum de jours auquel on peut arriver in vitro, c'est 5 jours. Et c'est là où, du coup, ils sont le plus développés et où ils sont les plus forts, du coup, pour être inséminés après. C'est le mieux parce que, naturellement parlant, quand l'embryon se niche dans l'endomètre, c'est à 5 jours. C'est-à-dire qu'à 2 jours et à 3 jours, en fait, l'embryon est formé, mais il est encore dans la trompe. D'accord. Donc c'est ce qui mime le plus d'une fécondation naturelle, quoi. Oui, c'est le mieux parce que là, du coup, il est déposé à 5 jours, ce qui aurait été fait en naturel à 5 jours. Et ça s'appelle un blastocyste. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc les embryons de 5 jours, c'est un blastocyste. Donc toi, à 5 jours, t'en avais combien ? J'en avais 5. D'accord, donc de 18, t'es passé à 5. À 5. Donc tous les restes, ils n'ont pas survécu à la culture. Bon, après, de 39 à 5, on peut se dire on en a perdu beaucoup, mais déjà en avoir 5 qui arrivent à ce stade qui est un peu tu vois, la superstar des embryons, c'est génial. Et du coup, comment ça s'est passé par la suite ? Eh ben, du coup, il m'appelle, il me dit la nouvelle. Moi, j'étais super contente, parce que 5 embryons à 5 jours, c'est pas rare, mais en général, c'est 1. Ma sœur, elle a fait le même parcours, elle en a eu 3. Donc j'étais très contente. Je me dis, ouais, ça me fait plein de chance. On passe de 1 paillette à 5 chances. Oui, c'est ça, tu rentabilises bien la paillette. Voilà, exactement. Ça, c'est ce que j'ai pensé aussi. Du coup, là, on est en juin 2019. Je dis, écoute, Emeline, on passe tout l'été. On passe l'été, on fait nos 3 semaines de vacances, tu vois, tranquille. J'étais contente, on se remet de ça, machin. Et on commence la rentrée, en septembre, le transfert. Et du coup, forcément, ils sont congelés. Les 5 embryons sont congelés et j'ai pas de transfert frais. Donc c'était forcément congelé, sachant que la décongélation, c'est ma première peur, l'embryon peut mourir. C'est-à-dire que quand j'avais mon rendez-vous pour faire le transfert, le biologiste m'appelle pour me dire c'est bon, l'embryon il est là. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu y aller en disant on l'a décongelé et il n'a pas tenu à la décongélation.
Ouais. Donc c'était déjà une victoire, une victoire en plus qu'il ait tenu la décongélation, quoi. Mais tout est un peu stressant. On sait même pas encore à la dernière minute si c'est bon. Enfin, à la dernière minute, à la demi-heure avant, il m'appelle une demi-heure avant pour me dire si c'est oui ou non, quoi. Et juste ce que tu me disais aussi hier quand on en a parlé, c'est qu'au Luxembourg, en tout cas à ton âge, qui est du coup un âge assez jeune encore, Oui. ils ne proposent pas de te Ah, transférer plusieurs embryons. C'est un par un les embryons. et je crois, la gynéco, je lui avais posé la question, elle m'a dit, non, elle m'a dit c'est à partir de 39-40 ans ou gros antécédents assez graves. Là, ils mettent 2, voire même 3. Mais non, moi, j'avais pas de raison d'en mettre plusieurs. Et donc, comment ça se passe là, ce premier transfert? Le transfert, en fait, c'est exactement pareil au niveau des contrôles et de la stimulation, parce qu'il faut quand même que l'endomètre soit accueillant dans le sens où il faut qu'il fasse au moins 8 mm. D'accord. Et pour ça, j'ai quand même été encore stimulée. D'accord. Donc tu continues là, tu reprends ton parcours d'hormones, quoi. Exactement. Ok. Pareil, il faut appeler le premier jour des règles. Il faut que ça colle pile poil parce que l'embryon il a 5 jours. Il faut que ça tombe comme si c'était une nidation. Ah, C'est encore plus précis, hein. donc faut que ça soit 5 jours après ton ovulation, en fait. Quasi, ouais, à quelques heures près. Et là, pareil, déclenchement d'ovulation parce qu'il faut quand même que j'ovule pour que ça soit similaire. Même si mon œuf, Oui. j'avais un œuf quand j'ai ovulé. Entre guillemets, il sert à rien puisque j'ai déjà un embryon formé. Ouais. Donc j'ai ovulé, l'œuf il est parti pour rien, quoi. Et le transfert, c'est pareil, c'est un petit cathéter? Oui, c'est dans une paillette, c'est dans une autre paillette, c'est aussi pareil, c'est minuscule, hein, c'est macro millimètre, hein. Et tu la vois passer aussi à l'échographie, comme pour. J'allais te le dire, tu le vois à l'échographie, et par contre tu vois un rond, tu vois pas une tache, tu vois le Ah, rond. donc cette fois-ci, ça change quand même. Ah, tu vois le rond, c'est trop bizarre en fait, et là tu te dis mais il y a aucun couple hétéro qui peut avoir ça, c'est pas possible. Ton bébé il fait un macro-millimètre, quoi. Ouais, et là, on t'injecte pas juste du sperme où c'est un peu abstrait, on t'injecte un Non, embryon fécondé, donc c'est un mini bébé, quoi. c'est un minuscule bébé, voilà, exactement pareil, 15 jours d'attente et prise de sang. Et donc là, vous deviez être hyper fébrile, quoi. Ouais, pareil, et là je me dis, ouais, faut que ça fonctionne, mais là c'était un embryon quand même, il est formé. Et est-ce que tu guettais un peu des symptômes de grossesse en te disant est-ce que mes seins ont gonflé ou ce genre de choses? Surtout pour le transfert, parce que là c'était déjà un mini bébé, tu vois. Et ouais, je guettais, mais il y avait rien de spécial. Et puis quand je lisais les forums ou quoi, ils me disaient c'est beaucoup trop tôt, l'hormone il a même pas encore eu le temps. C'est l'hormone qui te fait mal, mais l'hormone il est même pas encore formé, il y a rien encore qui se passe. Donc prise de sang est négative. Je dis là c'est pas possible, j'ai fait tout ça, toutes les ponctions, tout le machin, et c'est négatif. Je dis mais c'est pas possible. Et là on est quasiment 1 an après la première fois, hein. On est 1 an après, on est septembre 2019. Là, Emine, là, par contre, je crois que, attends, si je me rappelle, Emine, elle avait pleuré. Ouais, elle a pleuré au boulot. Et c'est la première fois. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est moi qui l'ai rassurée. C'était l'autre sens. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux te reposer? Parce que c'est pas physique, mais c'est mental pour elle, hein. Est-ce que tu veux te reposer? Ou on enchaîne? On enchaîne en octobre. Elle dit, écoute, on enchaîne. Il nous en reste 3, on enchaîne. Et si vraiment on attend Noël, on a dit, on attend Noël pour faire les 2 autres. Bah, j'ai dit, ok. Et pourquoi il vous en restait pas 4, du coup? Oh non, pardon, il me reste 4. J'ai mal compté. Non, il me reste 4. Donc là, il vous en restait 4 et vous avez décidé donc d'enchaîner avec un nouveau transfert le cycle suivant, en fait, directement. Le cycle suivant, c'était en octobre. Pareil, les règles, pareil, l'endomètre, les échos. Donc c'est bon, transfert, toujours les hormones. Ok, donc le lendemain, transfert. C'était le 8 octobre 2019. Et gynécologue, elle me dit, ouais, c'est un bel embryon. Je dis, comment ça? Parce que moi, je suis curieuse, hein, je veux savoir. Elle me dit, la qualité, elle est bien, la peau de l'embryon, de l'œuf. Parfait. Je dis, c'est bien. Moi, j'étais contente. Donc, elle me fait le transfert. J'avais peur que le pipi, toujours que ça coule. C'est toujours pareil, hein. Et là, premier symptôme, 10 jours après. 10 jours, je suis allée au centre commercial avec mon frère. Et j'ai vertige. Vertige en mangeant. Je dis, ouais, c'est bizarre, je me sens mal. Et c'était à peu près là que je devrais aussi avoir mes règles. Donc je me suis dit, c'est les règles. C'était les mêmes douleurs, c'est un peu le vertige, t'es pâteux, machin. Je vais aux toilettes, rien, je bois pas de sang, tant mieux. Et là, je dis à Mathieu, à mon frère, je dis, je vais rentrer. Je l'ai laissé en plan dans le restaurant. Je suis rentrée, je me suis allongée. Mais tu sais, la tête qui faisait des vagues, je sais pas comment dire, des vous, pas bien. Donc là, on est à 10 jours, donc il me reste 4 jours pour faire la prise de sang. J'attends les 4 jours qui me restent, hein, voilà. Là, tu devais être du coup hyper optimiste en disant quand même, je sens quelque chose, quoi. Ouais, mais là, je me suis dit, ouais, je dis à Emine, ça doit être encore les règles, ça m'est déjà arrivé, les règles, ils ont suivi juste après. Bon, bref, pas de règles, hein. Donc, prise de sang,
J'ouvre l'enveloppe, c'était les résultats sur papier, là, j'ouvre l'enveloppe. J'étais avec Emile sur le canapé. On ouvre, j'ouvre, je lis, j'ai fait, ça a encore pas marché, regarde, c'est moins. Elle me dit, mais non, elle me dit, banane, c'était les résultats du mois dernier, c'était ton antécédent. Et en fait, c'était bon. J'étais tellement dépitée que j'ai regardé la mauvaise colonne. Et en fait, là, c'était bon. C'était bon. J'étais à plus de 100, ouais. Et donc là, vous deviez être comme des folles, là. Non, mais attends, même pas, attends. On se regarde avec Emile et on fait quoi? J'ai bien des con, quoi. En fait, on était tellement plus l'habitude que c'est bon. On a fait comme si c'était la première fois qu'on a fait un test de grossesse, quoi. Oh, on fait quoi? Non, mais. Ouais, vous aviez tellement pas préparé cette hypothèse-là, vous étiez tellement habitué au fait que ce soit négatif que vous vous êtes retrouvés toutes penaudes, quoi. Oui, comme si c'était un accident, même vraiment bizarre. Et Emile toute contente. Après, oui, c'est venu dans mon cerveau, tu vois, le temps que ça arrive. Sur le coup, genre, mon Dieu, on va avoir un enfant. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, j'appelle le CHL, je dis, bah, écoutez, je suis contente, je suis positive. Ils ont dit, oui, c'est vrai, félicitations. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah, faut refaire une prise de sang 2 jours après pour voir si ça monte, le taux. Et 2 jours encore après, donc j'ai encore 2 prises de sang à passer. J'ai dit à Emine, tant que c'est pas encore passé, pour moi, j'essaie de pas trop y penser, tu vois. J'avais peur que ça fasse un œuf clair, ou non, ça sera pas un œuf clair vu que c'était fécondé, mais une fausse couche. Alors ça, c'était ma peur qui a suivi après. Alors que j'en avais jamais vécu, mais voilà. Donc tous mes taux, ils montaient à 1000, 1200. Je dis, bah, c'est bon. Donc j'appelle la sage-femme, donc après les 2 prises de sang. Elle me dit, mais c'est bon. Bah, félicitations, machin. Je dis, mais c'est quoi la suite? Elle me dit, bah, faut faire une écho de datation. Et là, c'était parti. Le programme, il était traditionnel après. Bah, j'avais un suivi classique à l'hôpital en France, qui est à côté de chez moi, à Thionville. Et tu leur as dit, du coup, le parcours par lequel t'étais passé à l'hôpital? Ah oui. Et ils m'ont demandé. De toute façon, quand ils voyaient Mine et moi arriver, ça se passe. Oui. Oui. Donc je leur ai tout expliqué, tout le suivi, la datation. Et là, on entend. Et là, bah tu connais, hein, t'entends le cœur. Ouais. Et le machin, le petit truc, la crevette 6 mm. Ouais. Je dis, c'est pas possible. Là, vous deviez être trop Et puis voilà, après, c'était parti. Ouais, bah, les larmes, enfin, tu vois le truc, hein. Ah, les larmes, là, je vois, on entend son cœur. Et à quel moment t'as réussi à y croire et à te dire, ça va s'accrocher, ce sera pas une fausse couche et j'aurai un bébé? Franchement, à 3 mois, quand on me dit que les 3 mois, faut qu'ils se passent, ça veut dire que pendant 3 mois, j'ai angoissé. Et là, j'ai commencé à angoisser tout le temps. J'arrivais plus à me faire mes méditations. Et comment tu vivais du coup ce rêve ultime que tu avais toujours eu d'être enceinte? Là, ça y est, t'étais en train de le vivre. Qu'est-ce que ça te faisait en fait d'y être enfin? Bah, c'était trop bien. J'ai dit, waouh, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. J'étais même contente d'avoir des nausées, moi. Je dis, waouh, c'est ça les nausées. Moi, mes nausées, c'était mon fil. J'avais tellement de contrôle pendant des mois que d'un seul coup, t'es un peu lâché, t'as pas de contrôle avant la T1. Je dis, mais alors comment je sais que je suis enceinte? J'avais pas de ventre encore, forcément. Je savais pas si j'étais encore enceinte ou pas. Bah, bien sûr, je sais que les fausses couches, tu saignes, mais des fois, il y a des fausses couches où t'as pas forcément c'est mort, mais il y a rien qui sort. Enfin, moi, je me suis imaginé plein de trucs. En fait, c'était tellement hyper médicalisé pour la procréation que d'un coup, te retrouver dans un parcours classique, c'était trop brutal, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais faire des échographies tout le temps pour voir, mais tu peux pas faire ça. Je voulais même acheter un Doppler, et Mine, elle me l'a déconseillé, elle l'avait bien fait. Ah oui, moi, j'aurais fait le Doppler tous les jours. T'étais un peu obsessionnelle, quoi. Oui, parce que j'avais très très peur, vraiment. Et du coup, 3 mois passent. Le reste de la grossesse s'est bien passé? Mais oui, tout est bien passé. C'était dans ma tête que ça se passait pas bien. J'avais tout le temps peur. En plus, après, Monsieur Covid arrive. Donc là, je me dis, ouais, si je me chope cette merde, on connaissait pas au début, tu sais, on savait pas ce que ça faisait. J'ai vu personne, j'ai dû voir ma mère 2 fois dans la grossesse. Et alors, cette rencontre avec ton petit bébé? Le terme était prévu le 2 juillet. À 9h le matin, le 4 juillet, et le bébé sort. C'était trop bien, parce que moi, je voulais absolument allaiter, déjà, et du coup, il a pris le titi tout de suite. Et je sais pas, il y avait pas de mots. En fait, on a pleuré, Emine et moi, tellement on a déjà été fatigués, hein, et puis tellement contente, tu vois. Ouais, tout ce parcours pour en arriver là, enfin, à ce... Oui, c'est à ça, ce c'est Saint ça, c'est Graal, ça. ce petit Axel. Tu sais, la petite main qui se déplie et qui veut téter, trop mignon, tu vois. Avec ses petites joues, il était un peu violet, tu sais, la couleur de peau, puis d'un seul coup, c'est venu rouge et rose, et trop mignon. Et Ouais, puis voilà, après, je m'en suis occupée, j'ai dormi avec lui en cododo, et on est toujours en cododo 1 an après. Bah ouais, vous l'aviez tellement voulu, tellement attendu que tu le gardes tout près de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, juste moi j'ai une question. Il vous reste 3
embryons, 3 blastos congelés. Qu'est-ce que vous envisagez de faire avec ces 3 blastos? Pour l'instant, ils vont rester congelés parce que le petit nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il est énergivore. Et on se sent pas du tout de faire encore une grossesse là, maintenant, tout de suite. Hein. D'accord, mais peut-être un jour ou alors vraiment avec un, vous êtes comblé? Non, franchement, on en discute vraiment toutes les semaines parce qu'on se dit, ils sont là, tu vois, c'est pas comme s'ils étaient pas là, ces petites cellules, ils sont là. Il faudra bien à un moment donné en faire quelque chose. Et tous les ans, on a un papier du CHL pour la conservation. Tous les ans, ils nous demandent est-ce que ça va à la destruction, est-ce que c'est en don ou est-ce qu'on les garde. D'accord, parce que vous pouvez en faire don à un couple. Oui, à un couple complètement stérile, ouais. Et du coup, après, on s'était dit dans l'idéal aux 3 ans d'Axel, mais dans 3 ans d'Axel, moi j'ai 39 ans. Est-ce qu'à 39-40 ans, j'aurais encore envie de revivre tout ça? Ouais. Parce que ça sera encore les contrôles, ça sera encore la peur de la fausse couche, etc. Je sais pas. J'ai pas envie de prendre de risques, si tu veux, alors que ça s'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de rester sur ça, en fait. Donc pour l'instant, ils seront encore congelés. Et qu'est-ce que t'en retires, toi, de tout ce parcours, du coup, de PMA qui a été un peu compliqué, même s'il y en a qui sont bien plus compliqués, bien plus longs encore, mais finalement, voilà, qui a quand même eu des rebondissements. Qu'est-ce que t'en retires aujourd'hui? Parce que quand j'en tire, déjà, c'est une grande fierté. Enfin, c'est peut-être égoïste, hein, mais c'est une fierté d'avoir fait tout ça et que ça arrive à bon port. Et j'en tire aussi que c'est beaucoup de mental. Et que le mental, en fait, aboutit vraiment à quelque chose de positif. À un moment donné ou à un autre, en fait. Et je me dis aussi, si c'est pas arrivé plus tôt, c'est que ça devait pas arriver plus tôt. Et que ça aurait pas été Axel aussi. Ça aurait pas été lui. Ça aurait pas été Axel, ça aurait pas été, optimal. C'est que ça devait arriver en 2020, pendant le confinement. C'est qu'il y avait quelque chose à apprendre, peut-être, encore. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire si, par exemple, il y a un couple de femmes qui nous écoute et qui est un peu découragé par toute la montagne de paperasse et de démarches que c'est que le parcours de PMA? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je leur dis qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment y croire, vraiment, parce que tout aboutit à du bon. Hein. Même les négatifs, en fait, moi je l'ai pris en positif en me disant je me rapproche de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un échec et je me dis c'est grave, hein, mais c'est pas finalement si grave que ça me rapproche du but, ainsi de suite, et toujours avancer. Ouais. T'es jamais aussi proche du moment où tu vas rencontrer ton enfant, quoi. Voilà. Par exemple, on fait une insémination, ça marche pas, l'insémination c'est une étape. Ça sera la suivante, et ainsi de suite. Et tu arrives le petit bout qui est au bout du chemin là-bas. Donc moi j'y crois, j'y crois et j'y ai cru et c'est arrivé. Après forcément, je sais qu'il y a on a envie de baisser les bras, j'avais envie aussi. Hein. Et puis je me dis non. Et finalement, c'est son histoire aussi à Axel et c'est ce qui fait que vous l'avez aussi désiré si fort et que vous l'aimez de la manière dont vous l'aimez. Ça fait partie de vous, de son histoire, de la vôtre. Ça fait partie de lui. Ouais. Mais moi, j'ai eu tout écrit. J'ai tenu un carnet de route depuis le début. Il l'aura quand il sera en âge d'écrire et de lire. Ouais, c'est beau, c'est joli tout ça. Écoute, je te remercie Aline de m'avoir raconté ton histoire, très très jolie histoire, et je vous souhaite une jolie vie de famille à tous les 3 avec bébé Axel. Et moi j'ai mon bébé qui est là avec moi et qui commente la fin de cet épisode. Merci beaucoup Aline en tout cas pour tout. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.